Cette section concerne un autre aspect du Bitcoin, à savoir celui des mécanismes de gouvernance du réseau et du protocole Bitcoin. Cela peut paraître antinomique avec la notion de décentralisation, mais nous allons le voir, la centralisation n'empêche pas l'existence de processus et d'une forme de gouvernance. Avant de rentrer dans les détails de la gouvernance du Bitcoin, il est intéressant de détailler les acteurs qui composent cet écosystème. Il y a tout d'abord les développeurs. Ceux-ci ont la capacité de faire évoluer le logiciel, ce qui est une forme de pouvoir. Ensuite, il y a les mineurs. Ils ont un rôle majeur dans la sécurisation du réseau Bitcoin, ce qui leur donne un pouvoir, celui d'installer les versions du logiciel qui sont à leur avantage, mais également celui d'écrire dans le registre. Il y a ensuite les investisseurs et spéculateurs. Ils influencent le cours du Bitcoin et la valeur que l'on attribue à ce réseau. Également, les e-commerçants et leurs clients finaux. Ils participent à l'adoption du Bitcoin et influencent la demande récurrente en unités de compte Bitcoin. Enfin, il y a les processeurs de paiement. Ce sont eux qui font la transaction et qui participent à la liquidité du Bitcoin au sein, par exemple, des places de marché. Du coup, une question se pose. Parmi ces parties prenantes, qui contrôle le Bitcoin ? Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, car aucune de ces parties ne contrôle totalement le Bitcoin. Et dans cet écosystème, chaque acteur a son importance et peut faire pression sur les autres. Nous pouvons considérer que c'est l'ensemble de ces parties qui contrôlent le Bitcoin. Il s'agit bien d'un système décentralisé. À noter que le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, aurait pu, par sa présence, prendre un certain leadership et réellement influencer l'écosystème. Au final, le fait qu'il se soit effacé participe à la décentralisation du Bitcoin et au fait qu'aucune des parties prenantes n'ait d'influence décisive sur le protocole et la monnaie Bitcoin. Étant donné que personne ne contrôle le Bitcoin, les règles reposent au final sur un consensus à plusieurs niveaux. À savoir, tout d'abord, un consensus sur les règles. Il s'agit du consensus sur la taille de bloc, à 1 mégaoctet aujourd'hui, mais qui va évoluer dans un futur proche. Consensus sur le block time, qui est à 10 minutes et assez stable. Consensus sur le halving, à savoir la division par 2 tous les 4 ans de la rémunération du bloc. Également, parmi les autres règles, la définition d'une transaction valide, à savoir qu'elle respecte et utilise correctement les transactions output issues de transactions passées, plus une vérification mathématique des scripts Bitcoin de délocage. Également, la définition d'un bloc valide, à savoir dont le chiffre nonce respecte la preuve de travail avec le niveau de difficulté cible au moment de la création de ce bloc. Et enfin, le protocole peer-to-peer lui-même et le format des données utilisées. L'autre niveau de consensus est sur le contenu de la blockchain. Quelles sont les transactions contenues dans cette blockchain ? Il faut un accord sur le Genesis block ainsi que tous les blocs du passé. Le dernier niveau de consensus est au niveau du marché sur la valeur que l'on accorde au Bitcoin. Comme toute autre monnaie, la confiance accordée par la communauté est une condition essentielle de sa valeur. À présent, je souhaite parler du logiciel Bitcoin et des mécanismes d'évolution qui sont en place. Même s'il existe plusieurs implémentations du protocole Bitcoin, il y a un consensus général sur le logiciel open source dit Bitcoin Core, qui est un standard de facto et publié sous licence MIT, une licence assez permissive. Les spécifications et les évolutions du logiciel Bitcoin passent par un mécanisme dit de BIP, comme Bitcoin Improvement Proposals, en français, propositions d'amélioration du Bitcoin. Il s'agit de documents de conception formelle, c'est-à-dire sous forme de texte, qui décrivent des évolutions proposées pour le protocole ou la monnaie. Ces spécifications sont publiées sur GitHub de façon totalement ouverte. Elles disposent d'un numéro de chrono et aujourd'hui, à la date d'enregistrement de cette vidéo, nous comptons 152 propositions d'évolution depuis le lancement
du système de BIP. Qui contribue au mécanisme des BIP et à leur implémentation? C'est en théorie ouvert à tout le monde. Mais en pratique, pour la majorité des BIP, au vu du niveau technique dont il est question, seule une poignée de développeurs sont réellement actifs et participent de façon régulière aux évolutions du Bitcoin. Le nombre limité de ces développeurs, dits core développeurs, est inférieur à 20 personnes, ce qui occasionne des critiques et le fait qu'on parle parfois de tyrannie ou de dictature des core développeurs, car ils semblent disposer de pouvoirs importants sur le Bitcoin. En pratique, ce pouvoir n'est pas grand du tout, car ces développeurs sont obligés de tenir compte de l'avis et de l'intérêt de la communauté des utilisateurs et des mineurs, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas exercer cette dictature sous peine que leur logiciel développé soit abandonné ou tout simplement jamais utilisé par personne. Quelques détails sur le mécanisme de BIP. Il s'agit d'un mécanisme proposé par Amir Taqi le 19 août 2011 via le BIP 1 qui constitue lui-même la proposition du mécanisme de BIP. Il existe 3 catégories de BIP, Bitcoin Improvement Proposals. Le premier est le standard BIP. Il s'agit d'une description de tout changement relatif à l'implémentation du logiciel Bitcoin. Il peut s'agir d'une modification du protocole réseau, d'une évolution sur les règles de validation de transactions ou de tout autre changement qui pourrait affecter l'interopérabilité avec les applications qui utilisent le réseau Bitcoin. La deuxième catégorie est ce qu'on appelle l'informational BIP. Il s'agit d'un BIP qui décrit soit un problème de conception, soit des recommandations générales adressées à la communauté sur l'utilisation du Bitcoin. Dans cette catégorie, on ne propose aucune nouvelle fonctionnalité. Également, ces recommandations n'ont pas nécessité à faire consensus parmi les utilisateurs, car ceux-ci ont la liberté d'ignorer ce type de BIP informationnel. Mais bien entendu, ils peuvent suivre l'avis avisé établi au sein de ce BIP validé. La troisième catégorie de BIP est le BIP process. Celui-ci décrit un nouveau processus ou une évolution de processus lié au Bitcoin. Une implémentation peut être proposée. Cependant, l'évolution ne concerne pas le code du Bitcoin, mais plutôt des codes périphériques, comme par exemple ceux des portefeuilles ou wallets. Cette typologie de BIP nécessite un consensus au sein de la communauté. Je souhaite mentionner quelques BIP qui me paraissent notables. Le BIP 11, intitulé M of N Standard Transaction, ou tout simplement de la multisignature. Il s'agit du BIP qui a introduit la mise en place de transactions multisignature, à savoir qui nécessite que M, parmi N intervenants, valide une transaction pour qu'elle soit acceptée. Cette évolution est assez intéressante, car elle apporte en pratique de la sécurité pour des utilisations comme des comptes joints ou pour la protection d'utilisateurs contre le vol. Un autre BIP qui me paraît intéressant est le BIP 32, Hierarchical Determinist Wallet. Nous avons abordé cette façon d'utiliser une clé SID pour générer autant de sous-clés que nécessaire. Cela est très pratique pour notamment la sauvegarde d'un portefeuille qui en pratique pourra contenir de multiples identités alors qu'on a besoin de sauvegarder qu'une seule clé, la clé SID. Enfin, beaucoup plus récent, le BIP 151, Peer-to-Peer Communication Encryption. Ce BIP est encore à l'état de draft, mais il me paraît très intéressant car il s'agit d'augmenter la sécurité et d'augmenter le niveau de vie privée des utilisateurs. Cette thématique a une traction extrêmement forte car il semble que ce soit la préoccupation la plus importante des utilisateurs avancés du Bitcoin. Un autre aspect assez concret de l'évolution du protocole Bitcoin est celui de la diffusion des mises à jour du logiciel. La mise à disposition d'une nouvelle version du logiciel Bitcoin Core n'implique pas forcément une adoption massive par l'ensemble des nœuds participant au réseau. Les conséquences du fait que tous les nœuds du réseau ne tournent pas sur la même version de logiciel dépendent de la nature de la mise à jour. On distingue 2 types d'évolution logicielle, les hard forks et les soft forks. Tout d'abord, les hard forks.
Il s'agit d'une évolution du logiciel qui introduit des règles qui sont considérées invalides par les anciennes versions. Ainsi, un bloc considéré comme valide par les nœuds disposant de la nouvelle version du logiciel peut être considéré comme invalide par les nœuds disposant d'une version antérieure. Inévitablement, la chaîne la plus longue de blocs sera considérée invalide par les nœuds anciens, ce qui conduira ces nœuds à travailler sur une chaîne propre et différente de la chaîne considérée valide par les nœuds qui disposent de la version la plus à jour du logiciel. Ce type de mise à jour peut poser des difficultés si l'adoption n'est pas totale, car on peut très vite se retrouver dans une situation où l'on a deux réseaux Bitcoin, chacun validant sa propre chaîne de blocs. C'est pour cela que les développeurs du Bitcoin Core évitent au maximum ce type de mise à jour, sauf dans des cas extrêmes où la mise à jour fait un consensus global et total de la part de la communauté. Le second type de diffusion de mise à jour du protocole est le soft fork. Pour ce type de mise à jour, les règles nouvelles introduites sont plus strictes que les précédentes. Ainsi, les nœuds disposant d'une version ancienne du logiciel considèrent valides les blocs construits par les nœuds nouveaux. Par contre, un bloc construit par les nœuds anciens pourrait être rejeté par les nœuds nouveaux. Le risque que les mineurs avec l'ancienne version voient leur bloc rejeté, sans en comprendre la raison, est une incitation à réaliser un upgrade logiciel. Un exemple de soft fork est celui de l'introduction du pay-to-script hash qui n'existait pas à l'introduction du Bitcoin. Dans la mesure du possible, les développeurs Bitcoin Core favorisent ce type de mise à jour, car les risques du hard fork sont trop importants et pourraient conduire à une situation désastreuse, c'est-à-dire le fait d'avoir deux réseaux Bitcoin. Et pour partager la vision d'un développeur sur la gouvernance du réseau Bitcoin, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dorier, CTO de la société Metaco et contributeur au Bitcoin Core. Bonjour Nicolas, merci de nous accorder cette interview depuis le Japon aujourd'hui. Quelle est ta vision sur le mode de gouvernance actuel, sur le processus de mise en place de nouvelles fonctionnalités, les BIP comment tu vois l'articulation de... La participation à Bitcoin est très ouverte. Il ne faut pas voir Bitcoin Core comme un espèce de club fermé ou hermétique aux idées. Les BIP, si tu as une amélioration à Bitcoin, tout le monde peut proposer son propre BIP. La barrière est assez haute parce que beaucoup de contributeurs sont vraiment spécialistes sur des domaines très particuliers et ont un très gros niveau technique. Je dirais que même moi, je n'ai jamais proposé de BIP parce que je ne me sens pas capable d'avoir les compétences pour. Le seul truc important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du feedback que les autres développeurs vont donner, qui sont des fois sans les gants de boxe. Tout le monde peut proposer, tout le monde peut faire un pull request. Il faut bien différencier la gouvernance de Bitcoin avec la gouvernance de Bitcoin Core. Bitcoin, dans Bitcoin Core, la gouvernance est très simple. Il y a une fonctionnalité. Si la fonctionnalité est controversiale, personne ne va, Vladimir ne va pas la merger. C'est simple. Si quelqu'un propose quelque chose et tout le monde n'est pas vraiment à 100% d'accord avec ça, il ne va pas merger là-dessus. C'est une approche très conservatrice. Après, ça ne veut pas dire que Bitcoin en lui-même suit ce principe-là. Tu peux très bien faire ton propre full node et avec une gouvernance un peu plus laxiste de type de dictateur bénévolant. Après, la grande question, c'est comment tu vas faire pour convaincre d'autres personnes d'utiliser ton node s'il y a des idées controversiales à l'intérieur. Et le truc, c'est que
si tu veux convaincre des personnes à utiliser ton node, il faut, s'il y a des fonctionnalités qui sont controversiales, alors tu vas avoir beaucoup de difficultés à récupérer des gens, à utiliser ton propre node à toi. Ouais, ça ne va pas fédérer. Mais bon, tu peux quand même faire des expérimentations. Tu peux tenter de faire tes expérimentations et puis voir comment ça se passe. Après, moi de mon côté, là je suis en train de bosser avec Stratis sur un full node fait en C Sharp. Je pense qu'une fois que ça sera fini, je vais essayer de faire aussi mes propres expérimentations dessus, voir si les gens lancent le truc. Mais c'est important de ne pas de ne pas être toxique dans le sens où si tu fais un truc sur ton propre node à toi et que Core ne veut pas le mettre, il ne faut pas devenir violent entre chaque. C'est la décision de Core. Core a une gouvernance différente. Faut l'accepter. Et si tu n'es pas d'accord avec, il faut essayer de les battre simplement en essayant d'avoir plus de personnes qui utilisent ton node, tout simplement. D'accord, effectivement. Sur ce thème, on entend parfois parler de tyrannie des corps développeurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti dans les échanges que tu as pu avoir Alors, avec les développeurs corps de mon côté, pas du tout. J'ai déjà eu du feedback un peu sévère de certaines propositions que j'ai fait, mais bon, ça reste toujours. Faut pas le prendre personnellement. Ce qui est sûr, c'est que le mérite technique, le pur mérite technique n'est pas suffisant pour être sûr que ton node va être utilisé par tout le monde. Donc en fait, Core était parti du principe que rien qu'avec l'excellence technique, les gens vont utiliser leur node. Le problème, c'est que quand même si tu es bon techniquement, si tu ne sais pas vendre ce que tu fais, alors les gens vont être peut-être poussés à utiliser des solutions qui sont techniquement moins bonnes, tout simplement grâce à la pub, comment on appelle ça, au marketing, tout simplement. Et ça, Core l'a bien compris. Et à partir du moment où Core l'a compris, on a eu pas mal de collaborateurs, pas de collaborateurs, de contributeurs qui essayent de participer à améliorer la communication de Core. Donc, par exemple, Harding, comment il s'appelle? Je me souviens plus de son nom, mais Harding, par exemple, qui a écrit beaucoup d'articles. À chaque fois qu'il y a une proposition de Core, il fait des gros articles sur bitcoincore.org. Il y a eu, alors, je connais pas le nom de tout le monde en fait. Je connais surtout leur pseudo. Mais bon, il y a beaucoup de contributeurs qui ont pris beaucoup de temps à documenter les approches de Core, à expliquer à tout le monde comment Core fonctionne. Parce que je fais actuellement là, une interview, j'essaie d'expliquer à tout le monde. Et ça, à mon avis, ça améliore le ressenti que Core est plus à l'écoute. Et je pense que c'est important. Mais à mon sens, il n'y a pas de tyrannie de Core. C'est juste que quand on fait une proposition technique, des fois, il y en a qui vont sans les gants de boxe pour le feedback. Et il faut essayer de bien le prendre. Et, en général, si tu le prends bien, ça se passe bien, quoi. Très bien. Donc on a compris, il faut vraiment se préoccuper du logiciel et pas le prendre personnellement. Un autre aspect majeur du Bitcoin est ce que l'on appelle la neutralité du Bitcoin. Ce concept est proche de la neutralité de l'Internet et nous allons le détailler. Tout d'abord, il y a la neutralité au niveau de la monnaie. Tout le monde peut facilement adopter le Bitcoin en simplement générant une clé privée et rentrant dans ce système. Ainsi, tout utilisateur, quelle que soit sa culture, sa langue, sa géographie, le système politique de son pays ou sa religion, voire son équipement, est capable d'adopter en quelques minutes la monnaie Bitcoin. Cette technologie se déploie également dans des environnements low-tech, comme par exemple avec des fonctionnements via des SMS pour les personnes qui n'ont pas accès au réseau 3G. Également, pour ceux qui n'ont pas
de hardware wallet, il y a la notion de paper wallet. C'est ce qui participe d'ailleurs au succès de cette monnaie dans les pays émergents où l'accès au monde bancaire est difficile, mais là où le téléphone et le bitcoin peuvent devenir la clé pour accéder à des services financiers. Le second aspect de la neutralité est au niveau du réseau. Le réseau Bitcoin route toutes les transactions, sans condition et sans vérification, autre que le respect de protocole, sur l'envoyeur, le receveur, le contenu ou le montant transféré. Le Bitcoin ignore par exemple les embargos ou les transactions entre deux comptes dont les pays sont en guerre. Le principe de neutralité du réseau Bitcoin est essentiel à l'innovation et à son développement. La neutralité du réseau permet de déplacer l'innovation vers les nœuds, car elle autorise ainsi tout type d'application au-dessus du réseau Bitcoin. Ce principe est donc fondamental, car, comme nous le verrons plus tard, cela permet d'autres usages sur le réseau Bitcoin autres que la monnaie elle-même, sans compter que cette neutralité est différenciante par rapport à d'autres réseaux financiers. À présent, un autre sujet connexe à la gouvernance est celui de l'interaction avec les États. Tout d'abord, essayons de comprendre pourquoi le Bitcoin peut être vu comme une menace par certains États. En fait, l'unité monétaire Bitcoin est décorrélée du système monétaire national, ce qui le fait échapper à tout contrôle régalien d'un État. Certains experts qualifient même cette expérience, Bitcoin, comme une séparation entre la monnaie et l'État. Le Bitcoin est également suspecté de faciliter l'évasion fiscale ou des transactions illicites liées à la cybercriminalité ou le trafic de substances illicites. Toutefois, ces suspicions ne sont pas justifiées au regard des volumes concernés. Enfin, un autre aspect qui peut inquiéter les États, c'est que le Bitcoin dispose d'un attrait assez unique que ne possèdent pas les monnaies fiduciaires. Il s'agit d'une monnaie déflationniste qui va s'apprécier naturellement avec le temps. Et cette dimension peut potentiellement faire sortir une partie de la valeur de l'économie traditionnelle vers l'économie des crypto-monnaies et du Bitcoin. Pour des États, le Bitcoin pose certaines difficultés et s'avère en pratique difficile à réguler pour plusieurs raisons. Il s'agit d'abord d'une technologie décentralisée et pensée pour éviter toute capacité de contrôle, de censure et donc de régulation. Satoshi Nakamoto a d'ailleurs étudié le protocole BitTorrent, qui est la version améliorée du Napster, qui a bénéficié des leçons et de techniques avancées en réseau peer-to-peer pour éviter la possibilité à un régulateur de fermer le service, comme l'a connu Napster. Également, il s'agit d'un système en évolution permanente et dont le rythme d'évolution dépasse largement le rythme de décision d'un régulateur. Également, les principes du Bitcoin sont difficiles à définir dans l'état juridique de l'art. Il est difficile en effet de le qualifier de monnaie, d'actif et de protocole à la fois. Mais d'un autre côté, les régulateurs hésitent beaucoup à légiférer autour du Bitcoin, car une régulation trop forte ou trop précise risquerait de faire déplacer les sociétés innovantes vers d'autres pays, ce qui ne servirait l'intérêt de personne. Il y a donc une réelle difficulté qui se pose pour les régulateurs. Pour nous parler des aspects légaux du Bitcoin et de sa définition juridique, j'ai le plaisir de recevoir Simon Pollereau, avocat chez Field Fisher. Bonjour Simon, merci de nous rejoindre pour parler aujourd'hui des aspects juridiques du Bitcoin et de la blockchain. Et tout d'abord, une question sur la définition juridique du Bitcoin. Est-ce que c'est un actif ou une monnaie ? Alors, la définition juridique du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, puisque ça va être à peu près la même, elle est un petit peu complexe. Ça n'a pas été défini par le droit, ni par les organes de régulation financiers, ni par les droits internes de façon précise. On a des lignes directrices qui ont été données. On a examiné le Bitcoin pour savoir exactement dans quelle catégorie il rentre, parce que c'est un petit peu compliqué. En pratique, on considère que ce n'est pas une monnaie. Donc il n'est pas traité comme une monnaie, il n'a pas cours légal, etc. Parce que la monnaie, c'est quand même une définition juridique très particulière.
dans laquelle le Bitcoin aujourd'hui ne peut pas rentrer. Donc, par défaut, on va considérer que c'est un actif, mais c'est un actif qui a des propriétés un peu particulières, puisque c'est un actif utilisé comme une monnaie. Donc, c'est reconnu, on va dire que c'est un statut un peu hybride. Donc, sur le principe, c'est un actif incorporel, pas incorporel, immatériel, mais, par exemple, il ne va pas être soumis à TVA, ce qui est normalement réservé aux monnaies, aux opérations monétaires. Donc, c'est un actif dont avec certaines particularités qui le rapprochent d'une monnaie. D'accord. Donc on a vu que suivant les cas d'usage, le Bitcoin pouvait avoir une propriété d'actif ou de monnaie. Donc je vais poser des questions plus spécifiques. Pour un particulier, quels sont les mécanismes de taxation en cas de plus-value sur un achat de crypto-monnaie? Alors, la taxation en général des crypto-monnaies donc, est couverte par une série d'instructions fiscales qui couvrent toutes les impositions. Donc vous avez l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et l'impôt sur les successions. Donc, normalement, le Bitcoin est taxable dans tous ces cas de figure. En revenu, on traite différemment selon l'utilisation qui est faite du Bitcoin. En ISF, vos Bitcoins, en fait, quand vous les possédez, ils rentrent dans votre patrimoine. Donc vous devez le déclarer chaque année dans votre patrimoine. Si vous rentrez bien sûr dans le champ d'application de l'ISF, il faut quand même avoir un patrimoine supérieur à 1 300 000 euros. En matière de droit de succession, c'est à l'actif de la succession, ça rentre dans l'actif de la succession, donc vous devez le déclarer spontanément, normalement, au notaire pour que ça soit soumis à droit d'enregistrement. Sur le revenu, je vais y revenir un peu rapidement. Ça dépend donc en fonction de l'utilisation qui en est faite. C'est-à-dire que si vous êtes un particulier et que vous faites une utilisation un peu annexe, c'est-à-dire que ce n'est pas votre source de revenu principale, vous faites de l'achat-revente de Bitcoin de temps en temps, vous minez quelques Bitcoins chez vous, vous utilisez vos Bitcoins pour acheter un ordinateur une ou deux fois dans votre vie, dans votre année. Vous allez qualifier ça de revenus, ce qu'on appelle les BNC, c'est-à-dire les bénéfices non commerciaux. Donc ça ne suffit pas, en fait, ce que vous faites, ça ne suffit pas à qualifier une activité commerciale, c'est vraiment ponctuel. Donc ça rentre dans une catégorie particulière. Si ça devient votre métier, si c'est la majorité de vos revenus, si vous minez, vous achetez une ferme de minage et que c'est votre source de revenus principale, là, c'est imposable dans une autre catégorie qui est la catégorie des BIC. C'est un peu plus contraignant, il faut déclarer une activité commerciale, etc. Donc, mais la plupart du temps, en France et pour à peu près tout le monde, on se retrouve plutôt dans la catégorie des BNC puisque c'est rare aujourd'hui qu'on en fasse son activité principale. Ça va probablement changer. Les régimes d'imposition sont un petit peu différents selon la catégorie, donc c'est vrai qu'il vaut mieux faire appel à un conseil pour vraiment déterminer la façon dont il faut remplir. Notamment les BNC, vous bénéficiez normalement d'un abattement de 34% sur vos revenus automatique, mais finalement il faut remplir la bonne case. Voilà. D'accord, effectivement. Et un autre cas qui concerne les particuliers, c'est le cas où les commerçants acceptent un paiement en Bitcoin. Oui. Donc on peut même payer des cafés en Bitcoin. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce que je dois quand même demander un reçu? Comment est libellée la facture en Bitcoin ou en euros? Et que se passe-t-il pour la TVA dans ce cas-là? Alors, pour la TVA, elle s'applique, parce qu'elle s'applique sur toutes les transactions de vente à un particulier, donc ça, il n'y a pas de différence. La facture va être en euros, donc c'est-à-dire que le Bitcoin, a priori, ce qui se passe la plupart du temps pour les commerçants qui acceptent des Bitcoins, c'est que c'est converti automatiquement en euros au moment où ils acceptent. Si ce n'est pas le cas, il faut que le commerçant puisse vous établir une facture qui correspond en euros, puisqu'a priori, le bien qu'il vous vend, il est libellé en euros, il n'est pas libellé en Bitcoin. Et vous, effectivement, il faut que vous gardiez la facture parce que le paiement en Bitcoin d'un bien, ça peut qualifier un revenu. C'est-à-dire, par exemple, vous avez acheté votre Bitcoin à 2 euros. Aujourd'hui, il en vaut 550. Vous avez fait un bénéfice. Si vous achetez un bien qui vaut 550 euros avec un Bitcoin, en fait, vous avez fait un bénéfice de 551 euros. Donc, ce bénéfice-là, il faut le déclarer dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC.
Donc pour pouvoir suivre un peu ça, c'est un peu compliqué, puisqu'il faut que vous sachiez en fait combien vous avez acheté vos bitcoins, ce qui n'est pas toujours évident. Le plus simple, c'est d'essayer de faire une espèce de lissage pour calculer un prix d'achat moyen de tous vos bitcoins. J'ai investi en tout X euros dans les bitcoins, j'en ai autant, donc a priori mon prix d'achat moyen est de nombre de bitcoins divisé par le nombre d'euros que j'ai investi dedans. Et à partir de ça, vous pouvez calculer à peu près le revenu que vous faites sur l'achat. Donc ça, c'est une obligation c'est à vous de le faire. Ça fait partie des principes de l'impôt où c'est une démarche volontaire du contribuable de déclarer l'ensemble de ses revenus. Très bien. Alors un autre aspect de la régulation, c'est ça qui s'applique aux sociétés. Et j'aimerais particulièrement que tu nous éclaires sur les sociétés dites des exchanges, donc des places de marché. On peut acheter du bitcoin. Quelles régulations s'appliquent à ces acteurs? Alors là-dessus, l'AMF s'est prononcée. Donc on a un cadre un peu juridique autour de ça. Et quand on fait de l'achat-revente de bitcoin, on rentre dans la réglementation qui s'appelle la réglementation de la fourniture des services de paiement. Donc on considère en réalité que même si le bitcoin n'est pas une monnaie, le fait d'échanger des euros contre des bitcoins, ou inversement, c'est la fourniture d'un service de paiement. Donc c'est un raisonnement un peu alambiqué, mais qui a été validé par la Cour de cassation. Donc on sait qu'aujourd'hui, les échanges doivent se conformer à cette réglementation. C'est une réglementation assez complexe, donc je ne vais pas la décrire en détail, mais notamment les échanges doivent s'assurer de l'identité des personnes qui veulent acheter des bitcoins avant de leur vendre. C'est la raison pour laquelle en France, tous les échanges de bitcoin ou les comptoirs dans lesquels on peut acheter des bitcoins, ils vous demandent d'apporter une pièce d'identité ou de l'envoyer sur Internet pour valider votre compte. Ça fait partie des obligations qui sont rattachées à cette réglementation sur la fourniture des services de paiement. Très bien. Un autre aspect que je veux également aborder avec toi, qui concerne également le grand public, c'est le droit à l'oubli. On sait que les transactions Bitcoin sont tracées et sont de façon immutable dans la blockchain. Et qu'est-ce que la loi prévoit sur ce sujet et sur la possibilité d'un droit à l'oubli dans un tel... Alors, le droit à l'oubli, c'est un droit un peu particulier. C'est un droit qui est souvent évoqué, mais qui en réalité n'a pas d'assise juridique très précise. On a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, donc un arrêt de la juridiction européenne, qui date de 2014, qui a reconnu une forme de droit à l'oubli, mais qui est en réalité plutôt un droit à déréférencement. C'est-à-dire que vous pouvez demander à Google d'arrêter de référencer des documents dont vous considérez qui ne représentent plus ce que vous êtes et qui sont trop vieux pour être toujours d'actualité. Donc ça, vous pouvez le demander, il y a un formulaire spécial sur Google. C'est à peu près la seule application concrète aujourd'hui du droit à l'oubli qui ne fait pas partie de l'ordre juridique français et donc qui n'est pas applicable. Donc là-dessus, la problématique de la traçabilité des transactions, etc., ça va peut-être se poser quand on va définir un cadre plus contraignant du droit à l'oubli, mais aujourd'hui, voilà, c'est du prospectif en réalité. On n'a pas de problème aujourd'hui entre le droit à l'oubli et le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. D'accord. Récemment, il y a eu dans le droit français une ordonnance sur les mini-bons, oui, et avec une utilisation de blockchain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire comment a été juridiquement décrite la blockchain dans cette ordonnance, et éventuellement si on a des nouvelles du décret d'application? Oui. Alors l'ordonnance, elle date donc effectivement du 28 avril 2016. C'est une ordonnance qui a pour but de lancer donc une expérimentation sur la blockchain avec ce qu'on appelle des mini-bons, qui sont des titres de créance particuliers réservés aux PME. Et donc ce sont des dettes que vous détenez sur des PME, et l'expérimentation vise à permettre la cession de ces dettes facilement en enregistrant ces dettes sur la blockchain. Donc en enregistrant les cessions, qui détient la dette, etc. Donc ce serait une sorte de registre. À n'importe quel moment, on pourrait regarder la blockchain pour savoir qui possède quelle dette, et ça permettrait de fluidifier un peu les transferts de ces mini-bons qui aujourd'hui sont assez... c'est du gré à gré, on va voir les gens,
On lui dit tiens, est-ce que tu veux racheter ma dette? Donc c'est un petit peu aujourd'hui artisanal, c'est avec des papiers, etc. Et donc cette expérimentation finalement, comme les enjeux ne sont pas très importants, le montant des mini-bons, ce n'est pas des montants exorbitants, ça permet de faire une première expérimentation qui a pour but en réalité de déployer à tous les transferts de titres, notamment les actions des PME, etc. L'objectif, c'est de blockchainiser tout ça, c'est-à-dire de faire une sorte de registre pour l'ensemble des titres de PME. Donc c'est une expérimentation avec un cas très défini qui est limité au mini-bon et qui effectivement définit la blockchain pour la première fois dans le régime juridique français. La définition exacte, c'est un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification d'opérations. Donc il y a plusieurs choses. Le dispositif électronique, bon ça évidemment. Partagé, donc ça veut dire que le caractère décentralisé et partagé de la blockchain, ça fait partie des caractéristiques qui ont été jugées comme essentielles pour la définition de la blockchain dans le droit français. Et permettant l'authentification d'opérations, donc là on est notamment dans les problématiques en rapport avec la technologie, donc les techniques cryptographiques qui permettent d'authentifier le signataire avec le système de clés privées, clés publiques, etc. Mais comme vous le disiez, on est toujours en attente du décret d'application, puisque là, l'article a défini un champ d'expérimentation très large, et on ne sait pas du tout comment ça va être implémenté, notamment la problématique de l'identité, de la gestion de l'identité des personnes, puisque aujourd'hui, vous savez que la blockchain, c'est pseudonyme, donc c'est-à-dire que vous avez une clé publique qui vous identifie sur le réseau, mais on ne peut pas lier cette clé publique à votre identité réelle, a priori, sauf si vous dévoilez vous-même votre clé publique avec votre identité. Et donc, comment faire concilier ça avec un registre de mini-bons qui sera a priori forcément lié à votre identité réelle. Donc il y a un chaînon là qui doit être comblé par cette ordonnance qui va définir par le décret d'application qui va définir les modalités d'application du régime. Mais aujourd'hui, le groupe de travail a été constitué. Je n'ai pas plus d'informations que ça sur la façon dont ils travaillent. Je ne les ai pas encore rencontrés, mais ça va probablement prendre un petit peu de temps de définir. Alors normalement, on parlait d'octobre, mais ça paraît un peu optimiste, le décret d'application pour octobre, parce qu'il y a quand même des grosses problématiques à régler. D'accord. Eh bien, merci Simon pour tous ces compléments qui viennent enrichir notre cours. Et je rappelle à nos auditeurs que des questions supplémentaires sur les smart contracts et les aspects sociétaux de la blockchain sont disponibles dans une interview bonus que vous trouverez dans des liens fournis en bas de cette vidéo. Dans cette section, nous avons pu aborder les mécanismes de gouvernance du réseau Bitcoin et d'évolution de ce protocole. À présent, nous allons voir comment, sur la base de ce protocole, le Bitcoin est également une plateforme qui permet de construire des nouvelles applications, que ce soit de la preuve ou d'autres applications métiers que nous allons détailler.